bonjour à toutes et à tous. J'espère que c'est bon là. Je parle à mes techniciens. J'ai pas eu le temps de départ. Super. Merci beaucoup d'être très nombreux pour nous suivre. Et voilà une petite nouveauté que nous faisons cette année, qui est de recevoir France Travail. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Hamadi. On n'a pas eu le temps de mettre la photo, Nadia. On est Nadina, pardon. On est vraiment désolé. Et Jean-François Tunet. Donc Nadina qui est conseillère référente indemnisation chez France Travail et Jean-François Tunet, directeur de programme entrepreneuriat pour France Travail. L'objectif de ce webinaire, et j'espère que nous le partageons tous, c'est que on se situe au niveau de la création d'entreprise. Et nous, experts comptables, assez souvent, on se retrouve face à des chômeurs indemnisés. Alors, je ne sais pas si j'ai les demandeurs d'emploi. Voilà, c'est exactement ça. Vous me reprenez dès que je n'ai pas le langage politiquement correct. Donc, nous nous retrouvons face à des demandeurs d'emploi, créateurs d'entreprises, et qui nous disent, dans nos bureaux, voilà, je souhaiterais tout au long de au moins les 2 premières années, et on discutera taux, on discutera durée d'indemnisation, je souhaiterais conserver mes indemnités et tout en créant mon entreprise. Et c'est ce sujet que nous allons principalement aborder. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous connaissez, je pense, tous ce format. Il y a le fameux chat que je vais surveiller. Je me ferai le porte-parole de vos questions. S'il y en a trop, eh bien, je les regrouperai. Et quoi qu'il en soit, oui, vous avez droit aux slides. Vous les aurez après. Donc oui, on va répondre à vos questions. Et si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on répondra à vos questions également après. Si elles sont trop techniques et qu'on ne sait pas, on vous y répondra quoi qu'il arrive. Dans la salle, on a la joie d'être un peu accompagné. Et si vous avez des questions aussi dans la salle, on vous remerciera de prendre un micro pour que tout le monde profite de vos questions. Je crois que pour les modalités pratiques, j'ai fait le tour. Je vous donne la zapette. Merci. Et à vous de jouer. Merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. France Travail indemnise aujourd'hui effectivement les demandeurs d'emploi pour leurs projets de création et de reprise d'entreprise. Alors, ce n'est pas nouveau. Donc, moi-même, je suis directeur du programme entrepreneuriat et j'ai profité de cette possibilité en 2008 lorsque j'ai créé mon entreprise avant de rejoindre France Travail il y a quelques mois pour prendre en charge ce programme. Merci Nadina d'être venue. C'est Nadina que vous êtes venue voir principalement parce que sur tous les salons de créateurs d'entreprises, demandeurs d'emploi, les 2 stands qui font fureur, c'est l'URSSAF et France Travail, département indemnité. On a préparé des éléments que vous aurez après, donc sur lesquels je vais passer très vite pour aller tout de suite sur le cœur du sujet, mais vous les aurez dans le contenu. Vous savez que France Travail, ou pas d'ailleurs, enfin c'est un peu plus de 4 milliards d'euros par an d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. C'est créateurs d'entreprise, pardon. C'est 1 million d'intentions d'entreprendre à peu de choses près qui sont déclarées par les personnes qui viennent s'inscrire chez nous. Et 50% des créateurs d'entreprises, quand on les interroge, au moment de la création d'entreprise, sont inscrits chez France Travail. Un réseau très étendu, quasiment 900 agences sur le territoire, ce qui fait de notre service public un service public particulièrement dynamique encore, parce qu'on sait qu'effectivement il y a des endroits où il y a un peu moins de services accessibles, ce n'est pas forcément le cas chez nous. La réforme qui a donné lieu à France Travail, c'est-à-dire qui a transformé Pôle emploi en France Travail, elle date d'il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et dans ce cadre-là, on a mis en place, c'est une petite page de réclame avant de passer dans le vif du sujet, France Travail Pro, qui offre un ensemble de services aux entreprises. Ces services qui sont les plus susceptibles d'intéresser vos clients sont les services d'immersion facilitée, de préparation opérationnelle à l'emploi qui permettent de recruter quelqu'un et de le former pendant une période préalable à son embauche définitive, donc formation d'un salarié contre une promesse d'embauche, et plus globalement une base de données de plusieurs millions de CV complètement gratuite avec des conseillers entreprises, un peu plus de 6000 aujourd'hui, desquels on vous conseille de vous rapprocher, en tout cas on conseille vos clients de se rapprocher quand ils ont des enjeux d'embauche. Donc je vais défiler très vite les slides parce que vous les aurez. Alors, si vous me permettez, j'ai déjà une petite question. Ouais, donc là, on est expert comptable face à un créateur d'entreprise qui nous pose des questions très techniques.
on est en Ile-de-France, on est un petit peu perdu pour lui répondre. Oui. On appelle qui chez vous? Si on a envie d'être celui qui facilite la vie du chef d'entreprise. Le 3949, pour ce qui concerne le... on a un numéro unique qui est le 3949, qui permettra au chef d'entreprise d'être orienté vers les conseillers dont il a besoin, avec lesquels il a besoin d'être en relation. Et s'il a besoin d'un rendez-vous ensuite, ce sera dans l'agence la plus proche. Dans chaque agence, il y a un conseiller France Travail Pro. Il n'y a pas un numéro spécial expert comptable? Ah non. Non. Je suis vraiment navré. Non, mais il y a un numéro pour tout le monde qui est le même. D'accord, merci. Mais vous avez le droit de l'utiliser aussi. Donc oui, on va le faire, merci. Mais c'est une nouveauté, avant ce n'était pas le cas. Vous aviez des numéros d'accès différents par France Travail, etc., telle région, tel bureau et autres. Là, c'est une plateforme unique, donc c'est une des innovations de la transformation de Pôle emploi en France Travail l'année dernière. Parfait, merci. Voilà pour la page de pub. Donc ensuite, la logique, effectivement, on fait partie, DG le dit souvent, on est premier business angel de France. Alors pour se moquer un peu de lui, on dit qu'un business angel choisit les projets qu'il finance. Nous, on finance tous les projets. Quand ça marche, on ne gagne pas plus d'argent. En revanche, on est en charge, nous, d'accompagner l'individu tout au long de son projet, enfin l'individu, l'entrepreneur, le demandeur d'emploi, là où l'accompagnement à la création d'entreprise, au projet de création est du domaine des régions, vous devez le savoir, des CCI, des régions, etc. Nous, on intervient sur la phase d'émergence. Donc, on a quelques offres à destination des créateurs pour les aider à mettre en œuvre leur projet. Mais ce qu'ils attendent principalement de nous, c'est ce dont Nadina va vous parler, c'est qu'on les indemnise dans le cadre de la création d'entreprise. Donc c'est un dispositif que vous devez connaître, mais qu'on va repasser un peu en revue. Et puis on est là pour répondre à vos questions. Je te laisse la main. On peut peut-être... Merci. Alors on va démarrer tout de suite. Nous avons... Je suis désolée, j'avance un petit peu, mais juste pour vous permettre d'observer toutes les possibilités que nous offrons aux usagers, on va utiliser ce terme. Nous avons tout ce qui est l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. Nous avons, pour les créateurs d'entreprises, plusieurs possibilités. La première, c'est l'aide à la création, où il est versé une partie de l'allocation chômage pour aider au niveau un budget pour démarrer l'activité. Voilà. Ok, on va y arriver. Un budget pour démarrer l'activité. Nous avons aussi tout ce qui peut être versement en continu de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui peut être notamment pour un créateur qui démarre, qui ne sait pas réellement où il va aller, qui n'a pas encore de clients et autres, et pour assurer éventuellement un revenu mensuel, il va garder le maintien du versement de ses allocations tous les mois. Et vous avez ces personnes qui, eux, ont déjà un bon projet de mis en place, qui ont déjà un portefeuille de clients et qui là vont plutôt revenir vers nous pour nous demander une partie de leur allocation pour démarrer cette activité. Alors, cette situation, cette possibilité, c'est l'aide à la création qu'on appelle l'ARS. L'ARS, c'est une partie des droits ouverts qui est versée à hauteur de 60%. Cette aide, elle est versée en 2 fois. Une au moment de la création de l'activité non salariée et la seconde au bout de 6 mois si l'usager est toujours en cours de création d'activité. Nous avons, et là j'essaie de retrouver le slide, je suis désolée. Eh ben non, on ne l'a pas. C'est pas grave, je vais faire sans le slide si ça ne vous dérange pas. Je vais poser ça là. Nous avons du coup la possibilité aussi du cumul avec l'aide au retour à l'emploi. Donc l'aide au retour à l'emploi, comment ça se passe? Un usager vient nous voir et nous dit « j'ai besoin de créer une activité non salariée ». Sauf que pour ce faire, on va prendre le cas d'une personne qui est très avancée dans son projet. J'ai besoin d'un capital. Et pour ce capital, du coup, c'est là où on va faire cette demande d'aide à la création d'entreprise. Tout au long de cette aide, il peut tout de même, même s'il n'est plus indemnisé tous les mois, il peut tout de même faire appel à un conseiller en accompagnement pour l'aider dans toutes les démarches, notamment, comme on pouvait le dire tout à l'heure, recruter, embaucher du monde ou développer encore un peu plus son projet professionnel.
Et on va prendre du coup le deuxième cas, qui est le demandeur d'emploi qui n'a pas encore construit son projet, qui va tout au long de son projet et de son parcours d'accompagnement avec le conseiller accompagnement, pouvoir percevoir son allocation mensuelle. Et si effectivement à un moment donné il décide de demander un capital, c'est aussi possible. Voilà. Alors, Nadina, donc là c'était en gros. Je suis créateur Oui. je suis créateur d'entreprise, donc j'ai signé. On va prendre un cas bien concret. Très bien. Je viens de signer une rupture conventionnelle avec mon employeur. D'accord. Je pense que là, c'est à peu près peut-être 70 ou 80% de vos cas parce que les ruptures conventionnelles Il y en a pas mal, ouais. ont fleuri. Fait, mais, ouais. Bon, je suis chez un expert comptable qui deviendra mon conseiller préféré. C'est un peu de pub aussi, moi, si vous me permettez. Je lui dis, voilà, combien je vais toucher d'indemnité et pendant combien de temps. Donc déjà, moi j'ai bien compris que pour vous, demandeurs pardon, vous appelez ça quoi? Demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi Ouais. et pour moi, Ouais. créateur d'entreprise. Ouais. C'est exactement la même personne, ouais, c'est la même chose. Et donc, on touche combien au chômage? Alors là, on est. Et pendant combien de temps? Concrètement parlant, les indemnités, ça se passe comment? Pour une ouverture de droit, on se base sur l'activité salariale. Oui. On fait un calcul d'un taux journalier. Donc en fait, le montant mensuel peut varier selon l'usager que nous avons en face. Bien sûr, mais c'est en pourcentage. Ok. Un pourcentage, non, ça va. C'est très compliqué de vous donner un pourcentage parce que ça va dépendre réellement du statut qu'il a pu avoir lors de son activité, du salaire qu'il a eu lors de son activité. Donc on peut avoir des gros salaires comme des plus bas salaires, et pourtant ça n'empêche pas les demandeurs d'emploi de créer une entreprise en fait. C'est là où j'essaye de. Très bien, d'arriver. mais en fait, on est un petit salaire, on va dire qu'on a un petit salaire. Ok. Je touchais hier 10 000 euros. Par mois. Brut par mois. Ok. Demain, je suis demandeur d'emploi. Je touche combien? Eh bien là, on va passer sur une prise en charge avec dégressivité. Alors j'ai dit petit salaire et 10 000 euros par mois, donc je me suis pris parce que 10 000 euros par mois, c'est un très gros salaire. On est d'accord. Je voulais dire 10 000 non, mais euros. on peut dire. On va dire 2 000 euros par mois. Oui. Je touche combien? 2 000 euros par mois, vous touchez, pour donner une ordre d'idée comme ça, à peu près, on va dire entre 1 500. C'est 60%. C'est ça. Voilà. Non, mais donnez-moi des pourcentages. Non, mais on est d'accord. Et 10 000 euros par mois, c'est quoi? C'est 50% avec la dégressivité. Il y a Exactement. un plafond à partir de, si j'ai bien compris, il y a une réforme et c'est plafonné maintenant à un moment donné. C'est plafonné, effectivement. C'est plafonné au-delà de combien? C'est plafonné. Alors, on peut faire une ouverture jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Et sur les 180 premiers jours, vous touchez un taux plein. Taux plein, c'est-à-dire le fameux 60%. Voilà, les fameux 60%. Et passé au 181e, 182e jour, vous passez à un taux réduit. D'accord. Donc, quel que soit mon niveau de rémunération, je suis chef d'entreprise, demandeur d'emploi. Je touche les 180 premiers jours, 60% de mon salaire, même si je gagnais 20 000 euros par mois. Oui et non, justement, c'est là où il y a une différence au niveau des revenus. Une personne qui va qui a eu un salaire bas, il aura une prise en charge à taux plein, en totalité, sur toute la période d'indemnisation. Mais là, je prends les 180 oui, premiers donc jours. là, on parle vraiment, effectivement, des personnes qui ont eu un salaire plus important. Donc, qui sont, je crois que ça allait jusqu'à les 3 500. À partir de 3 500 euros de salaire, vous passez sur une prise en charge avec dégressivité. D'accord, ok. Ça, on pourra le préciser, donc on pourra renvoyer des informations complémentaires si vous le souhaitez. Parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, mon créateur d'entreprise va toucher à peu près 60% de son salaire. On va dire qu'il gagnait 3 000 à 4 000 euros par mois précédemment, ou 2 000. Et il est indemnisé donc pendant combien de temps? En tout, avec ou pas la dégressivité en fait? On est sur à peu près 500, un peu plus de 580 jours. D'accord, donc pendant 580 jours, il va toucher des allocations Pôle emploi, France Travail, pardon.
Et donc, quand je prends ce capital, parce que si je reviens donc à votre démonstration, là, Oui. vous nous parliez de l'aide à la reprise, à la création, Oui. et donc j'ai un capital. C'est ça, je peux prendre un capital. On vous verse une partie de votre allocation totale, Restante. voilà, restante, c'est ça, en 2 fois. D'accord. Une partie à la création de l'entreprise, à la date de création de l'entreprise, et l'autre partie au bout de 6 mois si effectivement l'activité est toujours en cours. Et donc là, que je prenne en fait mes droits d'indemnisation tout au long des 580 jours d'indemnité, ou que je le prenne en 2 montants, un au début, un au bout de 6 mois, ça ne change rien. C'est toujours je perds rien. Quand je suis Si vous créateur. perdez justement, alors c'est pas que vous perdez réellement. En fait, il a été mis en place par France Travail une possibilité de retournement pour l'usager. Au cas où, je me lance dans mon activité, je demande une partie de mon capital pour la création, je l'obtiens. Est-ce qu'on peut avoir un truc concret? J'ai droit à 100 000 € en tout sur les 580 jours. Alors, on sait que ça va faire 100 000 € le total de l'indemnité sur les 580 jours. bon, là, il faudrait que je prenne la calculatrice éventuellement pour vous sortir les montants exacts. D'accord. Mais on va partir du principe où, alors on va prendre un chiffre un peu plus bas et plus rond, 50 000 €, d'accord, d'allocation chômage. Sur les 50 000 €, on a 25 000 € que je peux demander pour l'aide à la création. Parfait. Ok. Donc là, dans le mois de la création. Au moment de la création, pour avoir un capital. Le premier mois de la création de mon activité, je vais recevoir du coup la moitié de mes 25%. Très bien. De mes 25 000, pardon. Parfait. D'accord. Ok. Au bout de 6 mois, mon activité fonctionne, il n'y a aucun problème. Je peux demander le deuxième versement de cette aide à France Travail. Donc France Travail va verser les 25 000 le reste des 25 000. Donc j'ai droit à 50 000, je prends tout de suite. 25 000, je multiplie les... Et 6 mois après, 25 000. Non, je divise les 25 000. Alors, le premier mois, j'ai 12 500 €. C'est ça. D'accord. Le 6e mois, j'ai 12 500 €. Voilà. Le reste de l'allocation reste disponible pour le demandeur d'emploi au cas où, au bout de 7, 8, 9 mois, je me rends compte qu'au final, mon activité ne fonctionne pas et ne va pas dans la direction que je souhaitais. Donc, c'est-à-dire en pratique, il ne les touche plus. Voilà. Ce montant, il n'est pas disponible au sens où il n'est pas touché, il n'est pas versé. À partir du deuxième versement, il ne sera plus versé. Si la personne cesse son activité et qu'elle redevient demandeur d'emploi et pas entrepreneur, ce montant est à nouveau disponible pour clôturer son entreprise. Oui. Et elle redevient demandeur d'emploi sans la casquette de créateur. Très bien. Je reste créateur. Donc là, ça veut dire que sur les 50 000 €, en réalité, j'ai touché que 25 000 et le reste, je l'aurai dans la case demandeur d'emploi. Oui. Si je reprends ma casquette créateur d'entreprise, c'est-à-dire je reste à la tête de mon entreprise, parce que j'ai un expert comptable. Et donc, quand j'ai un expert comptable, évidemment, mon entreprise, au bout de quelques mois, elle est florissante. Bien sûr. On est d'accord. Là, pour toucher donc l'ensemble de mes 50 000 €, je ne vais pas prendre ce système-là, je vais prendre un autre système. Non, il n'y en a pas d'autre, du coup. Ah si, on peut toucher tous les mois. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu m'arrêtes si je me mais trompe. c'est quoi l'autre? L'autre, c'est créer son entreprise tout en restant demandeur d'emploi. Du coup, là, il faut que j'utilise le terme, on n'a pas le choix. Mais du coup, je vais percevoir mon allocation chaque mois. Oui. Dans la continuité, ça peut aller jusqu'au bout. Et là, on peut percevoir la totalité de son ouverture de droit, mais on n'a pas demandé le capital avant. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, quand vous devenez, disons qu'en échange de l'assurance chômage, en échange de l'indemnité chômage, vous avez un certain nombre de droits et devoirs et d'obligations, et donc une obligation de recherche d'emploi, sauf si votre activité principale est une activité de création d'entreprise. Et dans ce cas-là, quand vous déclarez créateur, vous allez opter pour un des deux régimes, soit l'apport en capital en 2 fois, comme Nadina l'expliquait, qui correspond à 60% du reliquat de vos droits, soit le maintien mensuel de l'indemnité, donc de l'indemnité classique, qui correspond là aussi à 60% du reliquat depuis le 1er avril, mais pour lesquels vous pouvez demander 40% supplémentaires, parce qu'on aime bien faire simple. Alors nous, on ne fait qu'exécuter la réglementation de l'assurance chômage, ce n'est pas nos idées. On subit, comme vous, quelque part, la mise en application de ce que les partenaires sociaux décident entre eux. Donc en pratique, vous avez
Dans tous les cas, quand vous créez votre entreprise, 60% de vos droits qui vont être versés soit au titre de l'ARS, soit au titre de l'ARE, c'est-à-dire le maintien des droits, l'ARS, l'apport en capital, 30% à l'immatriculation, 30% 6 mois après. Et dans le cas de l'apport du maintien des droits et de l'ARE, vous pourrez demander, enfin pas vous pourrez, vos clients pourront demander 40%, les 40% supplémentaires de leurs droits à indemnité en passant dans une instance paritaire régionale, qui est une invention du génie français, dans laquelle on va leur demander de constituer un dossier. Leur conseiller France Travail leur demandera de constituer un dossier qui atteste des revenus ou pas qu'ils ont pu réaliser et qui permettra de trancher sur la poursuite ou pas de leur indemnisation en tant que créateur d'entreprise. Donc là, je pense que c'est très clair. Je suis créateur d'entreprise, j'ai 2 cases, soit celle où je veux le capital qui s'appelle l'ARS, oui. Soit j'ai la case comme n'importe quel demandeur d'emploi, l'ARE. Sauf que les 100% ne seront pas acquis comme n'importe quel demandeur, sauf que si vous créez, vous n'avez l'assurance que de n'avoir 60% du reliquat de vos droits. Les 40%, comme Nadine l'expliquait, ne sont pas perdus. Ils sont stockés par sécurité aussi, c'est-à-dire que l'assurance chômage a estimé qu'il y avait beaucoup de cas de créateurs qui se retrouvaient en fin de droit, en situation délicate, et donc il était préférable de garder ce montant-là pour la phase de rebond vers un emploi quand l'entreprise ne fonctionnait pas. Néanmoins, ouvre la possibilité à ce qu'ils en fassent la demande pour pouvoir continuer à le percevoir. Là, au niveau de ce qui est en place, qui sont des instances paritaires régionales entre les différents partenaires sociaux au niveau de chaque région. Donc là, en fait, est-ce qu'on aborde en creux le sujet des dividendes ? Il en fait partie parce que dans les documents que l'UNEDIC va demander aux demandeurs d'emploi, donc aux créateurs d'entreprises, que nous allons demander pour constituer le dossier pour l'instance paritaire régionale, on va lui demander... ce que l'UNEDIC a décidé, c'est que si l'entrepreneur avait pu se rémunérer, il ne pourrait plus, il ne pouvait pas passer en instance paritaire régionale, c'est-à-dire que ses droits s'arrêtaient de toute manière à 60%. Celui qui a fait du chiffre d'affaires, celui qui pourrait se rémunérer sous forme de dividende ou celui qui s'est rémunéré sous forme de dividende. On reviendra quand même, si ça vous intéresse, au cas où on déclare en tant qu'auto-entreprise, mais vous n'avez pas beaucoup de clients auto-entrepreneurs normalement. En théorie, non. En théorie. Parce qu'il y a effectivement une règle de maintien de droit partiel sur... Ça, je veux bien qu'on le dise parce que c'est l'auto-entreprise et puis mais donc, pour préparer l'instance paritaire régionale, il est entendu que quelqu'un qui a pu réaliser du chiffre d'affaires ne pourrait pas passer en instance paritaire régionale, que quelqu'un qui se serait versé un dividende ou qui aurait pu se verser un dividende ne pourrait pas passer en instance paritaire régionale. C'est une décision des partenaires sociaux relativement à la convention d'assurance chômage. Donc il y aura un arbitrage possible sur lesquels on a peu de retours d'expérience aujourd'hui, parce que les premiers cas sont en train d'arriver, ça date du 1er avril. C'est discutable, bien sûr, on aurait très bien pu dire qu'on aurait pu décider de faire autrement, mais en l'occurrence, la réglementation nous impose de faire de cette façon-là. Donc là, on parle de la nouvelle et de l'ancienne réforme, parce qu'on le sait qu'il y a une réforme qui s'applique depuis le 1er avril c'est celle-ci, 2027. Mais donc pour les anciens allocataires, là, nos créateurs d'entreprises qui ont créé, par exemple, il y a un an. D'accord. Ils sont donc dans leurs 580 jours. Ils n'ont perçu aucune... Alors déjà, on me demandait dans le chat comment se fait l'option et à quel moment se fait l'option entre l'ARS et l'ARE pour le créateur d'entreprise. C'est dans le mois du... C'est dans le mois de la création d'activité. D'accord. Donc dans le mois de la création, de l'immatriculation, de l'immatriculation de l'entreprise, on choisit un des deux systèmes. Oui. Ok, bon, déjà on a répondu à une question. Pour bénéficier de l'ARS, vous devez avoir, tu m'arrêtes si je me trompe, envoyé le CABIS, les éléments d'immatriculation de l'entreprise. Donc ça ne se déclenchera pas, même si vous dites je vais prendre l'ARS, mais que vous n'envoyez rien en tant que créateur, il ne se passera rien. Vous ne serez pas réputé créateur dans nos bases. Donc vous le devenez à partir du moment où vous avez envoyé les documents. Ok, donc là on est au début. On est par exemple en janvier 2023,
5, on peut dire 25 ou 24. On a nos 580 jours d'indemnisation. Je suis arrivée, donc la dégressivité en fait se fait au bout de 180 jours si j'ai bien compris. 181e jour. Donc au bout de 6 mois. Oui. Et quand j'arrive à mon plafond de mes fameux 60%, est-ce que ce créateur d'entreprise, qui est donc là sous l'égide de l'ancienne réforme, on est d'accord, l'ancien système, pardon. Donc, puisque je suis demandeur d'emploi depuis janvier 2025, est-ce que j'ai quelque chose à faire, concrètement parlant, une démarche à faire pour continuer à avoir mes droits pendant les 580 jours et avoir le 100%, ou ça se fait automatiquement parce que tous les mois je vais déclarer, ou tous les trimestres je fais une attestation que je ne gagne rien et que je n'ai pas de rémunération, etc. etc. C'est la deuxième option, effectivement. L'activité a été créée avant le 1er avril. Oui. Donc il y a eu inscription, il y a maintien du versement tant que l'actualisation est effectuée. Si donc, vous avez opté pour le versement, parce que si vous avez opté pour l'apport en capital, on reste en... Donc, le créateur d'entreprise qui a opté pour le versement, avant la réforme, n'a rien à faire. Un PV d'AG, ce qu'on appelle le fameux PV d'AG à zéro, sur lequel vous devez être souvent sollicité. Exactement. Pour attester effectivement qu'il n'y a pas eu de rémunération versée. Exactement. Pas eu de une attestation d'expert comptable. Exactement. Et pas de dividendes aussi. Donc parlons-en des dividendes si vous voulez bien. Oui. On est toujours gêné puisque c'est toujours un élément de pilotage pour nous, experts comptables, qui est à quel moment on peut sortir des dividendes, parce qu'on le sait tous. Alors, là, on est dans la case SAS ou SASU, donc Société par action simplifiée. Oui. Donc, on a un statut d'assimilé salarié. On n'est pas dans la case gérant majoritaire où on a un statut TNS, et qui dit TNS dit paiement de cotisation même quand on ne gagne rien. Donc on va dire qu'on se met dans la case SAS. Janvier 2025, on reçoit tout et on vous envoie une fois par an un PV qui dit qu'on n'a rien pris. Comment ça se passe? C'est tous les mois, c'est tous les ans, c'est tous les... C'est tous les ans et c'est avec l'avis d'imposition. D'accord, ok. Tous les ans, vous demandez au demandeur son avis d'imposition. Vous voyez qu'il n'y a aucune rémunération. C'est ça. Très bien. Et vous vous rendez compte qu'il y a eu des dividendes. Les dividendes, pour un président de SAS, ce n'est pas le fruit du travail, c'est le fruit du capital. On le sait tous. D'ailleurs, ça, c'est un peu en vogue en ce moment à l'Assemblée nationale. Quelle est votre position chez France Travail concernant ces dividendes? Est-ce que ces dividendes remettent en cause systématiquement, alors que c'est le fruit du capital, les allocations perçues? Non, elles doivent être soumises à cotisation. Si elles sont soumises à cotisation, effectivement, elles ont un impact sur l'allocation qui aura été versée. D'accord. Si elles ne sont pas soumises à cotisation, il n'y a pas d'impact. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de SASU maintenant apparaître. C'est ça. Puisqu'en fait, ça permet d'échapper à cet aspect réglementaire. Nous, on n'a pas de position, encore une fois, j'insiste quand même. Nous, on applique une réglementation qui est décidée par les partenaires sociaux. On fait un certain nombre de recommandations. Et ça nous intéresse d'ailleurs aussi d'avoir les remontées d'informations que vous avez de la part de vos clients à vous, pour qu'on puisse aussi contribuer à faire un certain nombre de propositions. En l'occurrence, l'intention dans le futur de la réglementation d'assurance chômage, c'est probablement d'amener un peu plus de coercition par rapport à cela et de faire en sorte que les personnes qui peuvent vivre plutôt de leur activité puissent prétendre à moins de droits. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir moins de droits dans la durée, mais qu'on arrête un peu plus tôt l'indemnisation si leur activité professionnelle peut le permettre. Ils conserveront pour le futur les droits acquis, ça ne bouge pas. Mais effectivement, dans le cas d'une SASU, vous pouvez vous verser des dividendes tout en restant indemnisé en ARE. D'accord, oui, c'est... donc, je suis gérant majoritaire de SARL. Avant le 1er avril. Après, alors oui, je sais. Alors là, je ne sais plus qui me fait la remarque. Oui, Daniel me dit, plutôt que de traiter les dossiers antérieurs, parlons de la réforme. Mais Daniel, en fait, aujourd'hui, nous, experts comptables, on se trouve face à deux catégories de chefs d'entreprise. Ceux qui ont touché leurs droits avant
avril 2025 et on peut en avoir dans notre clientèle, et ceux qui ont touché des droits depuis le 1er avril. Donc on va traiter, Daniel, nos stress, on va traiter les deux cas, mais donc on a notre stock de clients, entre guillemets, créateurs d'entreprises. Donc là, c'est ces clients-là qui sont en SASU. Si on leur conseille de sortir des dividendes, par exemple, au 31 décembre 2025, si leur premier bilan est le 31 décembre 2025 et qu'ils prennent des dividendes en mars 2026, on ne sera pas retoqué, notre client ne sera pas retoqué concernant les indemnités perçues. Non, s'il a été inscrit avant le 1er avril. Non. Exactement. Voilà, ok. Oui. Donc là, je pense que c'est assez clair pour les inscrits avant le 1er avril 2025. Oui. J'ai plein de questions, donc je suis désolée. Enfin, vous êtes très... Non, mais vous faites tu les suis bien. Un peu, Frédéric, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai loupés ou pas? Parce que je suis un peu paumée. Je ne sais pas comment... Il y a quand même une information que je souhaiterais apporter en plus, c'est que lorsque un usager nous transmet un PV d'Assemblée Générale, par exemple, annuel, indiquant qu'il ne se rémunère pas tous les mois, il perçoit une allocation à hauteur de 70% chaque mois de son allocation. D'accord ? Et tout ça, on lui verse du coup les pourcentages restants à la fin de l'année, à la réception de cet avis d'imposition. C'est justement pour nous permettre d'éviter de déclencher des trop-perçus au dossier des demandeurs et de pouvoir être au plus près de ce qu'il aurait dû percevoir tous les mois. Donc soit à la fin de l'année, effectivement, il ne s'est rien versé et on lui verse le reste de ses allocations sur toute l'année, donc sur les 12 mois. Soit, effectivement, il y a des dividendes à prendre en considération et de là, on va réajuster avec les 20-30% qui restent à la fin. C'est exactement ce que nous dit Anne-Cécile là dans le chat. En fait, donc, parce qu'on a pris la solution facile et simple, on va dire pour nous, experts comptables, d'un dirigeant qui ne prend aucune rémunération. Il y a le dirigeant qui peut prendre aussi de la rémunération. Et c'est ça, c'est là, au vu de l'avis d'imposition, que vous allez réajuster en fait le trop perçu éventuellement obtenu et que le créateur d'entreprise, que vous allez l'enlever sur les droits futurs. Sur les droits restants à verser sur la période des 12 mois. D'accord. Et s'il n'y en a pas suffisamment, vous lui demandez un remboursement. Exactement. Ok. Patrick me pose la question, quid de l'indemnité si cumule emploi temps partiel et allocation? Je ne comprends même pas la question. Alors, en fait, là, on parle des... effectivement, il y a un certain nombre de cas où on peut nous recommander aux créateurs d'entreprises qui seraient en difficulté pour développer leur activité, en parallèle de leur activité de création, qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner, il n'est pas du tout interdit d'avoir un CDD à côté ou un emploi à temps partiel. Dans ce cas-là, ils vont déclarer un revenu. Et donc, ils vont se trouver dans la situation, créateurs d'entreprise ou pas, de tous les demandeurs d'emploi, qui ont un revenu d'activité pendant leur période d'indemnisation. Je ne sais pas si tu peux expliquer comment ça se passe, mais effectivement, il y a un calcul qui est fait en fonction de ce qu'ils déclarent, de déduction. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un complément d'allocation. Un exemple tout simple, je perçois 1 000 € d'allocation chômage tous les mois, je reprends une activité à temps partiel ou autre, je perçois un revenu salarié de 500 €, France Travail va verser le complément de l'allocation. D'accord, très bien. Là, donc, on a parlé de l'ancien système. Alors, je pense que maintenant, il faut nous faire la même chose pour le nouveau système. Donc, je suis créateur d'entreprise le 15 avril 2025. Donc, j'ai toujours pareil, soit l'ARS d'un côté, soit la RE. Ça n'a pas changé. Ok. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste le versement des 60%. Voilà, c'est vraiment ça qui c'est le régime de la RE qui a changé. Exactement. Le régime de l'ARS n'a pas changé. Lui, c'est quand vous optez pour l'ARS, vous optez pour 60% de votre capital restant. D'accord. Avant, quand vous optiez pour la RE, vous aviez 100% du capital restant. Aujourd'hui, vous avez la garantie toujours de 60% du capital restant. Et si vous souhaitez obtenir les 40% suivants, il vous faut instruire une demande en instance paritaire régionale, l'instruire en fournissant un certain nombre de pièces justificatives. Alors, on est susceptible de vous demander un certain nombre de pièces. Ce que l'instance paritaire va chercher à établir, c'est
l'effectivité de l'existence de l'entreprise, ça c'est pas très compliqué. Le fait que ce soit effectivement une activité principale et menée sérieusement, donc on peut demander, elle peut être amenée à demander des devis, des factures, enfin un tas de choses, et de pouvoir justifier de ne pas avoir perçu une rémunération, et dans le cas des micro-entreprises, de ne pas avoir facturé. Donc, alors ça pose bien sûr beaucoup de questions, puisqu'on va instruire les premiers dossiers dans le mois en cours, je crois. On ne connaît pas encore, nous, France Travail, les différentes positions des instances paritaires sur les dossiers qui vont être transmis. La position actuelle consiste à dire que si vous avez pu, par exemple en tant qu'entrepreneur, générer des revenus, alors vous ne pourrez pas demander un complément. Si vous avez pu percevoir un dividende soumis à cotisation sociale, alors vous ne pourrez pas demander un complément. Ceci, c'est souvent dans une approche théorique, puisque bien entendu, pour beaucoup d'entrepreneurs, en particulier ceux qui ont démarré au mois d'avril dont on parle, il n'y a pas de gaz fiscal, hein. Enfin, les éléments financiers ne sont pas connus, donc on ne pourra pas contrôler un certain nombre de choses, donc on verra ce qui se passera dans X temps. Mais l'idée est bien de limiter les effets d'aubaine, de faire des économies, donc ce régime d'aide à la création dans la durée, oui, il va devenir un peu plus contraint et contrôlé. Comment orienter? Alors la question que vous posez, c'est ce que vous devez conseiller à vos clients. Pour l'instant, la SASU, ça continue, sauf, on va dire, jurisprudence des prochaines instances paritaires, ça continue à être le régime qui leur permet de, le cas échéant, se verser des dividendes, sachant qu'on a un travail d'instruction aussi, d'augmentation du niveau de culture générale financière de toutes les parties prenantes à ce système-là, puisque vous pouvez être bénéficiaire dans votre clôture comptable et pas avoir de trésor. De cas échéant, vous pouvez effectivement avoir la possibilité, on va dire, faciale de versement de dividendes par le résultat net si l'UNEDIC vous demandait la production de votre résultat net, puis en fait pas du tout, soit avoir envie de vider vos réserves, soit avoir la possibilité de le verser parce que vous n'avez pas de trésor. Donc ça c'est aussi une discussion quotidienne avec ces différentes instances paritaires pour leur expliquer que dans la vie de l'entreprise, c'est pas parce que les chiffres montrent telle situation que finalement le bon choix de gestion du chef d'entreprise consisterait soit à se verser des dividendes, soit même qu'il aurait la possibilité de le faire s'il a un paiement en retard, etc. Donc pour l'instant, on est soumis aux premières observations qu'on fera après les premières instances paritaires, à moins que vous ayez déjà eu dans les personnes qui participent ici des clients avec un retour sur ces premiers passages en instance paritaire, mais je ne crois pas parce que c'est ce mois-ci les premières. Elle devrait tomber ce mois-ci. Donc en fait, on pourrait vous réinviter dans 6 mois, 1 an à peu près pour avoir les premiers retours en fait de cette réforme. Effectivement, on pourrait le voir comme ça. Non, mais on peut se parler on peut se rappeler dans les 2-3 mois pour vous donner quelques retours aussi. Puis vous les aurez, je pense, peut-être même avant nous, puisque vous serez confrontés directement avec ceux de vos clients qui auraient demandé les. Donc là, pour les experts comptables présents, là, si vous voulez nous dire, si vous avez déjà eu le cas de problème d'un de vos clients qui a été enquiquiné parce qu'il avait sorti des dividendes, ça peut être pas mal. Moi, je ne l'ai jamais eu à titre perso. Je crois qu'il y a quand même 1 ou 2 cas qui ont fait un peu quelques vagues il y a quelques temps. Alors, on me harcèle avec une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on peut cumuler l'ARE avec un dirigeant qui est en SASU à l'IR? Alors, SASU à l'IR, ça veut dire que le résultat de l'entreprise et en fait, c'est comme l'entrepreneur individuel, en fait, c'est le même sujet, en fait. Ou presque le même. Ça, je veux dire, ça veut dire que c'est soumis à cotisation ou pas? C'est soumis à cotisation. Ouais. Donc, en fait, oui, c'est soumis à cotisation. Le résultat de la SASU est soumis à cotisation. Donc là, vous faites le calcul et vous allez voir à demander un remboursement. On est bien d'accord. C'est ça. Tout à fait. Oui. Alors là, on me met, et ils ont raison, et sans rémunération. Parce qu'en fait, la spécificité de la SASU à l'IR est que, comme c'est une société, on peut se voter ou ne pas se voter de rémunération. Ouais. Et donc, on pourrait ne pas avoir de rémunération. Et qui dit pas de rémunération, dit pas de cotisation. En fait, pour être simple, soit il y a paiement de cotisation sociale, soit il n'y en a pas, quel que soit le statut. C'est ça. D'accord? C'est ça votre élément déclencheur. Est-ce que l'entreprise a payé des cotisations sociales, je veux dire pour le dirigeant,
Et là, à ce moment-là, il y a recalcul des droits. Si l'entreprise n'a pas payé de cotisation sociale pour le dirigeant, il n'y a pas recalcul des droits. Voilà, je pense que c'est pas mal comme... c'est pas mal synthétisé, c'est bien ça. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Il y en a tellement que je ne peux pas remonter tout le fil parce que je mettrai un quart d'heure pour les lire. Non, il y en a trop, hein, on est d'accord. On vous répondra si je suis perdue, mais si vous voulez les reposer, s'il y en a qui... Alors, oh là. Après, vous pourrez nous les envoyer. Anne-Cécile nous fait un petit résumé. Je prendrai, suite à la réforme, les créateurs de sociétés ne perçoivent que 70% de leur allocation jusqu'à la déclaration d'IRPP de l'année suivante. Oui. On est d'accord? C'est ça. Lorsque les gérants de SARL, société à l'IS, demandent leur solde de la location suite à l'IRPP, les agents de France Travail demandent des 2042 CPRO, soit des déclarations, ok. À défaut, les agents demandent une attestation d'expert comptable, ok. Aujourd'hui, je me heurte de gros stress, notamment financier, de créateurs générés par les demandes de France Travail auxquelles personne ne peut répondre. Comment peut-on biler les relations? Alors donc, si je schématise, le créateur d'entreprise se reçoit son allocation de 70%, il est gérant d'une SARL, donc il a payé des charges sociales, il le déclare à France Travail, qui demande et son avis d'imposition et sa déclaration professionnelle d'impôt sur le revenu. Il a... alors, les agents demanderaient des attestations de chiffre d'affaires à zéro, alors qu'en fait, la société n'a pas de zéro de chiffre d'affaires. Et donc, a priori, il y aurait un langage de sourd entre les demandes faites aux chefs d'entreprise et les besoins de France Travail. La question est comment on fait quand on ne se comprend pas, qu'on est dans deux mondes différents. Je pense que, Anne-Cécile, j'ai peut-être bien résumé le truc. On appelle qui, on vous envoie un mail à vous et vous faites le lien, on fait le fameux numéro de téléphone. Comment on fait quand... ce que je crois comprendre, hein. Donc c'est un nouveau système. Ouais. Nous, on parle couramment entreprise, nous experts comptables. Il semblerait que parfois des conseillers de France Travail ne parlent pas couramment entreprise, ce que je veux bien comprendre, hein. On a chacun son domaine de compétences. Et donc, il y a des demandes qui sont faites aux demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise, qui ne correspondent pas du tout à la réalité, comme par exemple de demander une attestation de chiffre d'affaires de zéro alors qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires de zéro. Oui, je pense qu'il y a un problème dès le départ, c'est que l'activité en elle-même n'a pas été réellement identifiée. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce dialogue de sourds. Maintenant, effectivement, la seule possibilité, c'est de contacter le 3949, d'avoir un conseiller référent indemnisation en ligne et de poser des questions réellement à ce conseiller sur justement les documents à fournir par rapport à la situation réelle. En fait, il y a une époque où le statut de l'activité n'était pas vraiment géré, entre guillemets, on va dire ça, par notre établissement. On a remis tout ça à jour. On essaye vraiment de demander les documents réels et nécessaires pour saisir l'activité non salariée dans le dossier de notre usager correctement, pour pouvoir justement à la fin demander les documents réels dont nous avons besoin. Le problème, c'est qu'une personne qui transmet des PV d'Assemblée Générale, on peut prendre un cas d'une personne qui est inscrite depuis plus de 5 ans à France Travail, par exemple, qui a eu des activités salariées entre-temps et qui on a fait des ouvertures de droit, qui, à l'époque, avant qu'on ne soit en dématérialisé, transmettait des documents papier. Aujourd'hui, il nous transmet des PV d'AG tous les ans pour nous dire « je ne suis pas rémunéré ». Sauf que dès le départ, il y a 5 ans, l'activité n'avait pas été mise dans la bonne catégorie. On n'avait pas identifié correctement s'il s'agissait d'une micro-entreprise, par exemple, d'une SARL ou autre. L'information d'une activité non salariée était présente, mais elle n'était pas identifiée au niveau du statut. Et aujourd'hui, effectivement, et là c'est vraiment une déduction en tant que conseillère référente indemnisation que je vous donne par rapport au cas, c'est que s'il y a un malentendu au niveau des justificatifs qui sont demandés, c'est que pour moi, l'identification de l'activité dès le départ n'a pas été correcte.
Et de là, effectivement, il faut vraiment soit demander un rendez-vous avec le conseiller référent indemnisation du créateur, qui a la main dessus, pour poser à plat réellement la situation avec les documents et savoir quel document réel, ou alors contacter le 3949 pour tomber sur le conseiller indemnisation qui va pouvoir vous dire écoutez, moi ce que j'ai comme document c'est ça, ça, ça. Donc ça correspond en fait au document que je demande. Je vous remercie de cette réponse. Donc je comprends que déjà il faut avoir bien décrit la situation au conseiller ou dans la plateforme. Oui. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est en France et tout est compliqué et il y a plein de charabia et ça peut être compliqué pour le créateur d'entreprise de cocher la bonne case dès le début. Mais on dit qu'on a coché la bonne case. Au vu de quels éléments du dossier vous allez statuer pour verser les 40% restants? Est-ce que, vous voyez, si le conseiller réclame une absence de chiffre d'affaires, une absence de chiffre d'affaires dans une entreprise, signifie directement certainement une absence de rémunération, mais le contraire n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on fait du chiffre d'affaires qu'il y aura rémunération. On est d'accord. Et donc là, il semblerait que peut-être quelques conseillers demandent l'absence de chiffre d'affaires pour verser ces 40%. Alors, pour verser les 40%, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit pour verser les 40%, parce que déjà, on n'y est pas encore, mais en même temps, ce n'est pas le conseiller qui prend la décision. S'il demande des justificatifs, c'est qu'effectivement, l'IP, c'est ce qu'on nous a demandé, et c'est ce qui va pouvoir apporter des éléments en plus pour la décision du versement des 40% ou pas. Donc là, je pense que la situation, elle est plus sur justement le versement des 30% restants dans l'année, de chaque mois, vu qu'on a versé que les 70% chaque mois de l'allocation. Et c'est effectivement, du coup, en fin d'année, pour nous, c'est, encore une fois, et là je vous parle vraiment réglementaire, c'est vraiment l'avis d'imposition à la fin de l'année qui va nous permettre de savoir. On ne peut pas, la réglementation ne nous permet pas d'aller chercher d'autres documents ailleurs. C'est effectivement lorsqu'on est confronté à un usager qui nous dit « mais oui, mais je ne me suis rien versé », on va essayer de trouver d'autres documents qui vont nous permettre d'appuyer la demande du demandeur. Donc, pour simplifier les réflexes de tout le monde, déjà, c'est cotisation de charges sociales ou pas cotisation de charges sociales, pour savoir s'il y a eu rémunération. Exactement. Et ensuite, c'est l'avis d'imposition qui fait foi. L'avis d'imposition, à un moment donné, quelqu'un dit, vous le réclamez au mois de mars. Vous le réclamez quand ? S'il a été réclamé au mois de mars, non. Donc, normalement, on prévient déjà... C'est moi qui ai dit mars tout à l'heure, mais en fait, à tort. En fait, l'avis d'imposition de l'année précédente, on l'a forcément... En début d'année qui suit, normalement. Non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, du tout. L'impôt sur le revenu, la deadline, cette année, c'était par exemple le 6 juin. Vous voyez, quand vous avez rempli votre feuille d'imposition. Donc votre feuille d'imposition, vous la remplissez en fonction des zones où vous vous trouvez en France, entre début mai et début juin. Et l'avis d'imposition n'est disponible sur l'impôt.gouv de chaque contribuable que mi-août, 20 août. Ça veut dire que ces avis d'imposition de l'année précédente, ce dont vous avez besoin, on ne vous les donne pas avant fin août. N+1. Non, alors avant fin août, oui, c'est ça, en vrai, ça va dans la continuité. Exactement, si, c'est ça, je réfléchissais en même temps, mais oui. Donc vous allez, et le temps de réétude du dossier, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes. Donc, ma rémunération 2024 ou ma non-rémunération 2024, je vous donne mon avis d'imposition en août 2025. Quand est-ce que vous faites vos calculs ? Au moment de la transmission de l'avis d'imposition. Et quand il y a un doute avec la commission paritaire, le fameux doute dont vous parliez, s'il y a un doute sur... il n'y a aucun doute. Pour le versement des 40% en fait, oui. Il y a un cas où il n'y a pas de doute, c'est en cas de... Alors, en fait, attention, juste un truc, je laisse continuer non, mais vas-y. Parce que la réforme, elle vient aussi du fait qu'on a quasiment... Enfin, on a plus de 2 tiers d'auto-entreprises en France maintenant. Donc, la réforme dit, quand vous êtes en auto-entreprise, vous avez fait du chiffre d'affaires, vous avez opté pour le maintien des droits, puisque vous avez fait du chiffre d'affaires, j'arrête de vous indemniser.
Okay. Elle aurait pu décider d'autre chose, la réforme. Hein, chacun a son avis là-dessus. Dans le cas des non-auto-entreprises, c'est le même régime. Sauf que le critère du chiffre d'affaires, il est moins opérant, bien sûr. Il y a la notion de dividende qui va entrer en compte, puisqu'on va demander effectivement que les sociétés, les gens qui se sont rémunérés, qui se sont versés des dividendes, en particulier soumis à charge sociale, pas en particulier, mais soumis à charge sociale, ne puissent pas demander les 40% suivants. On l'a fait valoir à l'UNEDIC, on ne serait jamais au courant au moment où ça se présenterait, on n'aurait jamais l'information, hein, on est bien d'accord. Donc il y a un certain nombre de faisceaux d'éléments, de faisceaux d'indices, de conjonctions d'indices que l'instance paritaire régionale va chercher à collecter pour s'assurer qu'effectivement la personne est bien en train d'entreprendre, parce qu'il y a quand même un enjeu de contrôle de fraude derrière aussi, bien sûr, si cette réglementation a vu le jour, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont censées entreprendre mais qui n'entreprennent pas. Donc s'ils ne sont pas en mesure de prouver qu'ils ont une entreprise qui est en train de fonctionner, voilà. On imagine que le fait d'avoir un expert comptable, c'est quand même un élément de preuve suffisant de volonté d'avoir une activité économique. Donc vous avez un rôle à jouer en termes, là aussi, pourquoi pas, de fourniture d'attestation vis-à-vis de vos clients. Bien sûr. Ils peuvent fournir tout. En fait, ils peuvent aussi avoir une approche différente, peut-être, de se dire tout ce que je peux fournir qui va dans le sens de mieux informer sur ma situation. En l'occurrence France Travail et puis les instances paritaires, je peux aussi le fournir de façon proactive. À la fin des fins, de toute manière, la réglementation s'appliquera, plus ou moins bien, avec plus ou moins de décalage. Mais si vous avez l'impôt sur votre avis d'imposition arrive, vous pouvez le transmettre. Votre classe fiscale arrive, vous pouvez la transmettre. Enfin, il n'y a pas de raison de cacher aucune information là-dessus. Et donc la transparence la plus rapide donnée à tous les conseillers auxquels ils ont à faire face permettra normalement d'instruire le dossier plus vite. Et si après le résultat n'est pas favorable, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais la réglementation, elle est décidée, ce n'est pas vous qui l'avez décidée, ce n'est pas nous, on essaie de l'exécuter. Ce qu'on craint, ce qu'on imagine, c'est qu'aujourd'hui, s'il fallait conseiller quelqu'un quant à prendre l'ARS ou l'ARE, aujourd'hui, il y a objectivement, pour un certain nombre de personnes, le fait de prendre l'ARE avec l'épée, entre guillemets, de Damoclès de l'instance paritaire régionale, qui est un gros point d'interrogation, ça se pose sérieusement, en fait. Est-ce que finalement... alors moi, j'ai toujours, dans mon passé d'entrepreneur et d'accompagnant d'entrepreneurs, j'ai toujours conseillé l'ARE quand c'était possible, parce que c'est beaucoup plus safe. Aujourd'hui, effectivement, la question peut se poser. La question peut clairement se poser. La plupart des entrepreneurs n'ont pas forcément le temps non plus d'aller constituer leur dossier d'instance paritaire, ou pas forcément ni besoin ou envie d'aller courir après. Et donc, il est possible que certains optent pour cette option plus souvent qu'avant. Aujourd'hui, c'est quand même majoritairement l'ARE qui l'emporte dans les choix, enfin, au changement de la réglementation. Mais il est possible que l'ARS, maintenant, soit de plus en plus utilisé. Donc, si je refais une petite synthèse, oui. Si aujourd'hui, nous, experts comptables, nous conseillons à nos créateurs d'entreprises de prendre l'ARE. Donc là, aujourd'hui, donc, nouvelle réforme. Hein. Oui. Aujourd'hui, donc, ils ne vont toucher que 70%. 60% de l'indemnité qu'ils auraient touchée avant. C'est ça ? Oui. D'accord. Ils sont certains de toucher au moins 60% du reliquat de leurs droits. Et ils peuvent réclamer les 40% restants auprès de l'instance paritaire en attestant du fait qu'ils sont bien en train de développer leur entreprise et qu'ils n'en tirent pas de revenus. Très bien. Alors, qui sont bien en train de développer leur entreprise. Oui. Ça, c'est la fameuse notion de chiffre d'affaires qu'on vient d'évoquer. Parce que chiffre d'affaires ou charge. Parce qu'en fait, vous pouvez développer votre boîte qui ne marche pas très bien au début, mais vous avez des charges, vous avez, pourquoi pas, créer un emploi, vous avez tout ce que vous pouvez prouver, en fait. Vous pouvez amener comme élément qui prouve que vous êtes bien en train de monter votre boîte, ce n'est pas que du chiffre d'affaires. Bien sûr. Mais en fait, en général, ces 2 premières années de création, c'est rare qu'on embauche. C'est rare, mais je ne sais pas si vous avez des gens chez vos clients qui sont dans le commerce ou la restauration, ils peuvent avoir quelques intérims, tout ce qui peut montrer que vous n'êtes pas en vacances aux Bahamas. D'accord, ok. En gros, vous êtes vraiment en train, vous avez dépensé de l'argent, vous avez des frais kilométriques, vous avez bossé. Vous cherchez le chef d'entreprise fictif.
Voilà. Enfin, celui qui se dit chef d'entreprise et qui ne déjà, le serait premier pas. niveau, on veut s'assurer qu'il y a une activité économique réelle qui existe. Quoi. D'accord, ok, Donc très bien. une charge, c'est... Ok, très bien. Donc premier, créer qu'on a réellement une entreprise qui vit réellement avec, donc déjà si on a un bilan et des flux, etc. Exactement, parce que des revenus, on n'en a pas forcément, mais des charges, on en a. D'accord, ok, très bien. Donc les charges, ça marche. Premièrement. Et deuxièmement, qu'on n'a pas perçu de rémunération. C'est ça. Et donc, si on prouve que, 1, il y a une activité réelle, 2, sans perception de rémunération, ce fameux capital de 40% manquant pourrait être libéré. Tout à fait. Alors, sachant qu'il y a un point d'interrogation qui reste à observer dans les instances paritaires à venir, c'est que on ne sait pas encore si l'appréciation de la capacité de se verser des dividendes va entrer en compte ou pas. C'est-à-dire que si, dans le cas des entreprises qui pourront montrer éventuellement un bilan avec un résultat, si l'instance paritaire ne va pas décider que le résultat permettrait, si la personne le souhaitait, soit de se rémunérer, soit de se verser des dividendes, et que donc il n'y a plus lieu de l'indemniser. Mais ça semble difficile à mettre en œuvre parce que ça ne s'appliquerait qu'aux personnes qui ont pu remettre à temps leur liasse. Ce ne sera pas tout le monde, bien sûr. Enfin, on l'a vu par rapport aux questions de calendrier. Donc, il faudra voir comment ça s'écoule dans les premières instances paritaires, en particulier d'ici on le saura, pour cette partie-là, on le saura après avril prochain, pour la plupart. Donc, concrètement parlant, je crée mon entreprise en avril 2025. Mon premier bilan, c'est 31 décembre 2025, par exemple. Hein. Ce premier bilan, mon expert comptable me le donne en avril 2026 ou mai. J'ai un chiffre d'affaires de 100 000 euros. J'ai un résultat de 70 000 euros. C'est là que vous nous dites. Donc, une capacité de distribution, par exemple, de 50-70 000 euros. C'est là, par exemple, que vous nous dites... on ne sait pas comment on va réagir. On ne sait pas, non, exactement. On ne sait pas encore comment ce sera traité. D'accord. Désolé. Et on saura donc ça quand on le saura à l'examen des premiers passages dans un premier temps, et puis on cherche en particulier à clarifier ces situations-là, à faire évoluer les doctrines. Donc peut-être que ce sera clarifié dans le courant de l'année prochaine, mais je suis incapable de vous le dire avec certitude. Alors, Frédéric me pose la question, est-ce que vous avez observé des fraudes régulières à cette date pour les créateurs d'entreprises? Il rebondit sur, en fait, la réalité de l'activité, là, puisque c'était le premier point. Il y a beaucoup de fraudes? Vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent chefs d'entreprise et qui sont aux Bahamas? C'était votre exemple. Hein. Oui. Alors, des fraudes à la création, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont organisés, il y a des réseaux de fraude. Il y a 3 sujets aujourd'hui de comportement. Il y a 2 choses. Il y a des comportements qu'on pourrait considérer abusifs, et puis il y a vraiment de la fraude, la fraude en réalité. C'est les 2 sujets sur lesquels aujourd'hui France Travail, mais pas que France Travail, d'ailleurs en général, toute l'aide sociale se focalise. Les régimes frontaliers, les ruptures conventionnelles et les créateurs sont les 3 sujets qui sont regardés de près chez nous, parce que ce sont les niches les plus, on va dire, ouvertes à un abus ou à une fraude. Et oui, bien sûr, puisqu'en fait, quand vous créez votre micro-entreprise, c'est 3 clics, vous prenez l'ARS. Quand vous êtes créateur d'entreprise chez France Travail, vous êtes réputé avoir une activité principale. Et donc, on ne va pas vous contrôler tous les jours. Vous pouvez très bien faire autre chose. On ne va pas vous rappeler tous les jours. Enfin, on n'a pas les capacités de le faire. Vous basculez dans une catégorie de créateurs qui est la catégorie 5, dans laquelle l'activité principale, c'est l'entreprise. Donc, on ne vous embête plus avec la recherche d'emploi. C'est plutôt en fait une fraude à l'ARS qu'à la RE, en fait, là. L'ARS, c'est très facile pour le coup. Donc ça, on l'observe plus facilement. La RE, si c'est possible aussi. Vous pouvez très bien opter pour la RE, avoir déclaré votre entreprise et rien faire dans votre entreprise. C'est tout à fait possible aussi. Donc ça existe, bien sûr. Ça existe et ça existe parfois de façon un peu structurée, organisée. Il y a des fraudes qui sont organisées aussi par certains employeurs, rupture conventionnelle, passage en micro-entrepreneur. Donc la personne, j'emploie quelqu'un, je lui fais une rupture conventionnelle, il touche ses droits à chômage et en particulier, et en parallèle... il devient demandeur d'emploi, c'est ça. Okay. Il crée, il peut prendre l'ARE ou l'ARS, et puis en parallèle, je l'embauche.
pour faire des extras. Donc en fait, je vais le payer d'une certaine façon l'auto-entrepreneur pour un part-time. Et puis il va quand même continuer à toucher régulièrement des droits à chômage. Enfin, il y a un certain nombre de schémas de fraude comme ça qui existent. Et la création d'entreprise, oui, c'est un endroit où il y en a. Alors j'imagine que celui qui va chez un expert comptable, encore une fois, enfin, vous agissez comme tiers de confiance et donc vous voyez bien, enfin, la plupart de ceux qui s'embêtent entre guillemets à avoir un expert comptable ont une entreprise. Hein. Tout à fait. Elle marche pas. Donc on est en train de travailler avec l'UNEDIC à définir la notion de tiers de confiance sur les documents qu'on pourrait recevoir. Vous en faites partie, de même que les accompagnants à la création d'entreprise, quelqu'un qui crée une entreprise et qui est accompagné par la CCI ou par BGE, on imagine que la personne elle est en mouvement pour aller réussir son activité. Mais toute la difficulté, c'est que on doit aider les personnes qui sont en train, pour beaucoup d'entre eux, de travailler énormément, 60-70 heures par semaine pour essayer de monter leur boîte et qui n'y arrivent pas. Et les distinguer de ceux qui sont en train de rien faire, pour un conseiller France Travail, c'est quasiment impossible. Donc il faut trouver des éléments, vous pouvez en fournir, les charges ça en fait partie bien sûr, tous les efforts d'accompagnement en font partie aussi. Mais oui, il y a des fraudes. Il y a des fraudes à la création. Ok. Sylvia donc, me pose une question en fait, et je pense que le vrai sujet, c'est comment on fait quand il y a le temps est long en fait. Donc j'ai reçu des allocations. À un moment donné, je ne peux pas fournir les documents qui sont soit l'avis d'imposition parce qu'il n'est toujours pas arrivé, soit le bilan parce que je ne l'ai toujours pas. Et là, il y a un trou où on ne me verse plus rien et pour le reste du capital. Comment on fait sur cette phase-là? Normalement, on laisse un délai de 3 mois quand même. C'est-à-dire que l'usager a 3 mois encore où il perçoit automatiquement le versement de ses allocations, le temps qu'on ait réceptionné ses justificatifs. D'accord, mais si par exemple la fin c'est en mars de l'année et que l'avis d'imposition, on ne l'a qu'en août, enfin c'est pas nous qui... L'avis d'imposition n'est disponible qu'au mois d'août pour l'ensemble des contribuables. Comment on fait pour gérer cette phase de avril à août? En fait, on touche plus rien et on voit après. Si, généralement, on continue à verser l'allocation. Ah, donc au-delà des trois premiers mois? On continue à verser l'allocation parce qu'il y a une déclaration du demandeur. Le demandeur, le fait de faire son actualisation chaque mois, il atteste quand même sur l'honneur de sa situation mensuelle. Donc on continue, sauf qu'effectivement, à un moment donné, on va quand même s'alerter et dire, bon, ça fait peut-être un peu plus de 3-4 mois, ça fait un peu plus de 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue au risque de devoir déclencher un trop-perçu pour notre usager, ou est-ce qu'effectivement on a les justificatifs? Maintenant, on a quand même beaucoup de demandeurs d'emploi qui anticipent et qui prennent contact avec nous très rapidement, parce qu'ils savent qu'effectivement, à un moment donné, ça risque de poser problème. Il y en a même qui volontairement vont nous dire « bloquez le versement de mes allocations, je ne veux plus rien recevoir pour le moment, et on reprendra à tel moment quand je vous aurai transmis le justificatif ». On a quand même des usagers qui sont bien informés, effectivement, et qui prennent contact avec leur conseiller, où il est mis du coup en place une relation de confiance et on peut travailler pour éviter justement qu'une personne se retrouve soit sans allocation du tout, donc sans revenu, ou alors effectivement la personne a la possibilité ou a un peu d'argent de côté, il se dit je préférais qu'on bloque en attendant les justificatifs pour éviter de se retrouver avec des trop-perçus. Ok, je pense que c'est pas mal. Il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Mais je pense que dans les grandes lignes, est-ce que le chef d'entreprise a eu l'occasion pour lui-même de payer des charges sociales ou pas? Donc là, ça répond, pour nous experts comptables, à toutes les situations. Et là, je vais baragouiner expert comptable. Soit je suis dans la case assimilé salarié, président de SAS, SASU, soit je suis dans la case gérant majoritaire, micro-entreprise, SASU à l'IR, etc. Donc, le système de pensée de France Travail n'est pas un système de pensée SASU, SARL, enfin ce que vous voulez. Le système de pensée, c'est charge sociale, pas charge sociale. Et c'est comme ça que vous serez amené à trancher sur le calcul des droits. Ensuite, avec la réforme,
pour le versement du capital, en fait, là, on est totalement dans la lutte contre la fraude et vous vous assurerez du capital ou des droits restants, excusez-moi. Et là, vous vous assurerez d'une activité réelle, une attestation d'expert comptable et un bilan signé par un expert comptable pourra être un élément probant important. Et deux, avec l'avis d'imposition, vous verrez les rémunérations perçues ou pas perçues. Et s'il n'y a aucune rémunération et qu'il y a des dividendes, il y aura, et on a là un flou, on ne sait pas comment cette commission paritaire va évaluer le flou. Voilà en résumé. Donc, pour nous, experts comptables, arrêtez de vous poser la question avec notre prisme. SARL, ça subidule, c'est paiement de charges sociales, pas paiement de charges sociales. Exactement. Voilà. C'est comme ça que résonne France Travail et il faut s'y conformer parce que sinon, ça sera un dialogue de sourds. Donc, si le dirigeant n'a pas payé de charges sociales pour sa propre rémunération, donc évidemment, un gérant SARL majoritaire TNS va payer des charges sociales. Parce que c'est obligatoire, même s'il n'a aucune règle. Oui. Je ne sais pas si... Donc, vous avez demandé de clarifier un peu. J'espère que là, c'est clair pour vous. Et Marie-Laure, je suis super d'accord. Je n'ai pas osé la poser cette question. Vas-y. Non, mais je vais vous la poser. Mais là, on rentre dans une technicité d'expert comptable. Si les charges sociales payées par le dire... Parce que là, on rentre dans notre tambouille. J'ai peur que ce soit un peu compliqué. On a deux façons, en fait. Gérant majoritaire de SARL, on a deux façons de payer les charges sociales. Soit les charges sociales sont payées par l'entreprise. C'est une possibilité que nous offrent les textes. Et à ce moment-là, ces charges sociales payées par l'entreprise s'assimilent à de la rémunération. Donc là, qui dit paiement de charges sociales, en fait, égale rémunération. D'accord ? Mais on a aussi la possibilité de faire payer ces charges sociales directement par le chef d'entreprise, en personnel. Je pense que c'est ça la question, Marie-Laure. Je pense que ça changerait à notre point de vue. Et je pense que oui, ça changerait à votre point de vue parce que en fait, c'est trop. Enfin, je ne crois pas que ça change de notre point de vue. On peut le vérifier, mais je ne crois pas que ça change de notre point de vue. Parce que si les charges sociales, vous voyez, demain, vous êtes créateur d'entreprise, vous créez une SARL, vous êtes gérant majoritaire, vous allez avoir 1 000, 2 000 euros de charges sociales à payer, alors vous avez zéro rémunération. Ces charges sociales sont prises en charge par votre société, ça va s'assimiler à une rémunération. Ces charges sociales sont payées pour vous personnellement. Ça ne sera pas une rémunération et de toute manière, ça ne sera même pas sur l'avis d'imposition. Bon, on peut le vérifier, mais je crois que ça change. On va le vérifier. On va le vérifier. On le notera. Vous pourrez nous noter les... On va vous donner après toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Est-ce que... Virginie, j'ai une question dans le chat, je vous la pose. Pourquoi France Travail refuse de prendre les appels des experts comptables faits au nom de leurs clients allocataires et exige que ce soit le client allocataire qui le fasse lui-même? Parce qu'on parle de données privées. Qu'est-ce qui nous garantit qu'au bout du téléphone, nous avons réellement un expert comptable? Mais qu'est-ce qui vous garantit que vous avez bien le bon allocataire? Parce que généralement, on demande l'identité de l'interlocuteur au bout de la ligne. Je ne vais pas vous donner les questions qu'on pose, parce qu'on les pose. On pose des questions pour avoir des réponses, ce qui nous certifie l'identité de la personne au téléphone. Alors, vous voyez, là, je pense qu'il faut un peu améliorer le système. Parce que si vous posez au chef d'entreprise les fameuses... Quand vous nous dites tout à l'heure que le dossier est mal parti, le chef d'entreprise, qui pour vous est le bénéficiaire et l'allocataire, il n'a pas bien rempli la case micro-entreprise, micro-machin, auto-truc, voyez, parce que c'est trop compliqué. Si votre conseiller pose des questions assez compliquées, en demandant par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, le chef d'entreprise va répondre s'il y a du chiffre d'affaires.
mais peut-être que ça serait mieux de discuter avec un expert comptable qui sait exactement ce que vous êtes en train de chercher, en disant oui, il y a du chiffre d'affaires, mais je ne me suis pas rémunéré, et si, et ça, et truc. Et à partir du moment où on touche à la création d'entreprise, les sujets sont tellement complexes qu'on est mieux pour faire avancer le dossier, de discuter avec l'expert comptable plutôt que le chef d'entreprise. On est d'accord. Après, le fonctionnement, généralement, et moi c'est ce qui m'arrive régulièrement avec mes créateurs, c'est je donne un rendez-vous à mon créateur. Et le créateur, lui, va voir si son expert comptable est éventuellement disponible. S'il n'est pas disponible, il prend un rendez-vous avec l'expert comptable et il me dit, écoutez, je souhaiterais modifier mon rendez-vous parce que j'ai la possibilité d'être avec mon expert comptable à telle date. D'accord, et de là, on essaye de s'arranger. Je suis d'accord que ce n'est pas possible pour tout le monde. On essaye de trouver des solutions, mais encore une fois, les données sont personnelles. On ne peut pas. Par ailleurs, nos conseillers suivent des dossiers par centaines. Ce n'est pas par dizaines. Donc, si je suis demain dans mon portefeuille, si j'ai, je sais pas, 100, 150 créateurs, et que je dois discuter non seulement avec eux quand ils m'appellent, plus tous leurs partenaires, parce que pourquoi pas demain leur compagnie d'assurance. Oui. Enfin, c'est pas du tout contre vous, c'est juste que c'est objectivement pas gérable. Mais en fait, je ne vous dis pas de parler à 2 personnes. Je ne suis pas en train de vous rajouter le double de coups de fil. Je suis en train de vous dire que peut-être que ça peut être, si jamais, et Thomas me souffle l'idée qui est excellente, si le créateur vous dit je préfère que vous discutiez avec mon expert comptable. Donc, vous avez identifié le créateur. Vous avez posé vos petites questions. Vous savez que c'est la bonne personne. Si cette personne que vous avez identifiée vous dit « Je préfère vraiment que vous parliez à mon tiers de confiance, qui est monsieur Trucmuche, qui est expert comptable, etc. » Est-ce que c'est pas possible de faciliter ceci pour qu'on se comprenne mieux? Il est possible de prendre contact. Par contre, ça doit venir du conseiller. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'expert comptable qui nous appelle, on ne répondra pas aux questions. Non. Le demandeur d'emploi qui me dit « je souhaiterais que vous rentriez en contact avec mon expert comptable », c'est comme les assistantes sociales. Dès lors qu'il y a un écrit et qu'il y a une validation du demandeur, on le fait aussi pour des demandeurs d'emploi lambda où il faut contacter les anciens employeurs. On prend le téléphone et on appelle. Par contre, rien ne se fera à notre initiative. C'est vraiment l'usager qui doit nous le demander. Donc, votre usager vous dit, là, la situation commence à être inextricable. Je souhaite que vous parliez à monsieur Machin du cabinet d'expertise comptable bidule. Demain, vous parlez à monsieur Machin. Selon les possibilités. C'est un rendez-vous qui doit être pris. C'est pas, alors, parce ça ne peut pas se faire au téléphone? On l'a dit juste avant. Ça pourrait se faire au téléphone, mais... Un rendez-vous téléphonique pour décoincer une situation. Non, la question, c'est en fait, donc l'idée, elle est excellente, sur le principe. Si c'était facile, il faudrait le faire. Et il y a toujours 2 aspects. Il y a l'aspect réglementaire, d'une part, puisqu'il faut bien qu'il y ait à un moment donné, effectivement, la trace que ça nous a été demandé, et peut-être, pourquoi pas, s'il y a une délégation, enfin, quelque chose qui atteste qu'on a bien le droit de le faire. On ne va pas se permettre d'appeler non plus l'expert comptable du créateur pour lui demander si la personne n'est pas en train de se foutre de nous ou tous ses clients. Je vais à l'inverse, quoi. Donc, on est contraint dans ce qu'on a le droit de faire. Et une fois en admettant donc qu'on ait le droit de faire et que ce soit pertinent de faire, il faut le temps de faire et le timing dans lequel on doit le faire. Si demain vous demandez à Nadina d'aller passer 4 coups de fil, je ne sais pas si elle a le temps. Par rapport à toute la charge de travail à traiter, tous les sujets entrants qui arrivent, de sujets d'indemnisation à débloquer, enfin qui sont déjà pris, il y a énormément de travail à faire. Est-ce que c'est possible d'aller passer tous les jours un coup de fil d'une demi-heure à un comptable alors qu'on a 500 créateurs en portefeuille? C'est pas possible en fait. Alors j'ai quand même rectifié, on a plus de 900 demandeurs d'emploi en portefeuille. Alors en fait, c'est très important au niveau pour comprendre la charge. C'est pas l'un et l'autre, c'est pas les deux. C'est-à-dire, vous voyez, dans un dossier très compliqué, quand Nadina, vous devez avoir des dossiers dans la vie avec des créations d'entreprises où à un moment donné, plus personne ne se comprend, vous passez 1 minute au téléphone avec l'expert comptable qui vous répond bien à des questions très techniques qui nous vous permettent de faire avancer le dossier, c'est fini. Et là, je vous fais économiser 9 conversations téléphoniques avec la locataire. Je ne dis pas qu'on va gérer tout, et de toute manière, c'est pas notre job. Oui, je suis d'accord. C'est à un moment donné, parfois pour décoincer certaines situations, et c'est ce qu'on voit dans nos relations au quotidien avec l'administration fiscale, avec l'URSSAF.
Parfois, il y a des subtilités, il y a des questions que le chef d'entreprise ne comprend pas. Il y a des réponses qui font fait au... Vous créez l'entreprise, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez comme régime de TVA, régime simplifié, normal, bidule. Je ne sais pas si vous comprenez quelle case vous allez cocher. Voilà. Non, vous ne savez pas. C'est normal. Et le chef d'entreprise ne sait pas non plus parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Nous, experts comptables, on va traduire. Ça veut dire ça. Vous voyez, et on cause, quand je vous dis on cause entreprise, on cause entreprise. Et à un moment donné, quand il y a des dossiers très compliqués qui tournent en rond, vous pourriez, je ne vous dis pas de solliciter directement un expert comptable, vous pourriez souffler à votre conseiller, si vous avez un expert comptable, on peut peut-être délivrer. Ben voilà, en fait, je ne vous rajoute pas du travail, hein, pas du tout. Je vous en enlève pour les situations un peu complexes. Mais après, bon, ça passe. Général, c'est on donne un rendez-vous à notre usager. On a un rendez-vous physique. L'usager nous dit « je vais appeler mon expert comptable là tout de suite pour être sûr parce que je ne comprends pas du tout ce que vous me dites ». Ok, là il y a un échange avec l'expert comptable. Mais parce que nous avons le demandeur d'emploi en face de nous. Donc on sait qu'il nous donne l'autorisation d'échanger sur sa situation avec l'expert comptable. Oui, bien sûr. Mais or, effectivement, le fait de prendre l'initiative de soi-même, d'appeler l'expert comptable... Non, mais je ne vous demande même pas de prendre l'initiative. Bref, je vous dis, si vous avez un demandeur d'emploi devant vous qui vous dit « là, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, je ne voulais pas parler à mon expert comptable, c'est monsieur Trucmuche de tel cabinet, si vous voulez bien l'accepter, ça va vous faire gagner du temps, ça me paraît évident. » Mais en fait, si je reformule, c'est qu'en fait, quand on vous donne une réponse, on essaie d'imaginer que c'est valable pour nos 900 agences et notre million de créateurs. C'est très compliqué à envisager aujourd'hui. Donc ensuite, vous dire qu'au niveau d'un conseiller, ce ne sera pas le meilleur moyen de faire, que le conseiller va pas dire super idée, je le fais tout de suite parce que j'ai le temps, avec plaisir, enfin il n'y a pas d'obstacle. Mais en faire un modèle récurrent de recours à l'expert comptable par le créateur, ça nécessiterait qu'on y... C'est probablement une bonne idée, mais dans ce cas-là, ça nécessiterait qu'on y retravaille. On pourrait peut-être dans le futur l'envisager. Aujourd'hui, vous répondre oui, on sait très bien qu'on ne sera pas capable de le faire en fait. Il y a Hakim, mais c'est une bonne idée. Bon, il y a Hakim qui nous dit il y a d'autres sujets que le rendez-vous avec l'expert comptable. Je trouve que Hakim, c'est important pour nous positionner en termes de tiers de confiance. Hein. Là, en fait, on fait un peu de lobbying, Hakim. C'est pour ça que j'insiste un petit peu. J'ai Massy qui me dit... Question non répondue, donc je vais vous la lire directement. Comment cela se passe-t-il si les droits s'arrêtent en cours d'année? Pendant 6 mois, il aura perçu l'ARE pour 70%, puis à la fin de ses droits, il prendra de la rémunération. Jusqu'à la fin de l'année, il prendra de la rémunération jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, France Travail demandera l'avis d'impôt sur lequel il aura une rémunération. Pour le second semestre, par conséquent, il perdra 30% des 6 premiers mois. Quels documents pourront permettre de résoudre ce problème? Là, Massy, en fait, la question c'est est-ce qu'il y aura une vision semestrielle ou annuelle? Donc là, on est dans le cas de quelqu'un qui était indemnisé jusqu'au mois de juin, voilà, qui n'a plus de droits à partir du mois de juin, qui n'a plus d'indemnité à partir du mois de juin, oui. C'est ça? Oui. Et là, son entreprise lui permet de se rémunérer, il se rémunère. Oui, c'est ça. Mais là, on n'est plus dans le système des 70% parce qu'on lui aura versé la totalité de ses allocations. Est-ce que vous avez eu des cas où il a été réclamé Thomas dit non, il a perçu 70%. Il a perçu 70% tous les mois. Tous les mois. Mais il est arrivé en fin de droit au mois de juin. Ouais. Le fait d'être arrivé en fin de droit au mois de juin, c'est qu'il a perçu la totalité de ses allocations. Même si tous les mois, on lui a versé que 70%, on a été jusqu'au bout de son ouverture de droit. D'accord. Donc, il n'y aura pas de vision annuelle? Non. Il n'a pas touché que 70% du total. Hein. Il l'a touché à coût de 70% par mois. Oui. Mais il a touché il a touché ses 100% à la fin. Donc, plus longtemps. Sûrement, parce que c'est pas... Dans cette situation, c'est ce qu'on comprend. Oui, voilà. Il est en fin de droit. Premier semestre de l'année, il a touché 70%. En fait, au 1er août, en fait, il n'est plus dans la case demandeur d'emploi locataire. C'est ça. Il a une rémunération. Très bien. Voilà, très bien. S'il avait un travail, c'est le même sujet. Enfin, s'il trouve un travail, on ne va pas lui réclamer plus. Non. Là où c'est effectivement assez incompréhensible par rapport à l'évolution de la réglementation, c'est que dans ce cas-là, on pourrait très bien considérer qu'il aurait probablement même pu se rémunérer avant.
s'il arrive subitement à telle date. Mais donc ça, c'est toute la subtilité de l'évolution de ce truc. Je ne sais pas combien de temps ça durera, en fait. Si ça passera l'épreuve du feu, c'est hyper. Mais dans ce cas-là, effectivement, quand vous avez fini de percevoir vos droits et que vous vous rémunérez avec votre entreprise, quelque part, l'objectif est atteint de notre côté. Exactement. Nous, notre mission, c'est d'aider à sécuriser le projet entrepreneurial. Donc, si on est là on est là dans cet objectif. Donc là, ça ne pose pas de problème. Ok, on arrive à la fin du live, là. On vous prie d'excuser, on a eu un petit temps de retard au démarrage. Est-ce qu'on a été assez clair? Évidemment, on va répondre après à toutes les questions qu'on va vous passer et on répondra par mail. Je vous remercie vraiment d'être venu. Merci pour votre invitation. Le sujet est compliqué et lourd. Il est compliqué pour vous, il est compliqué pour nous, mais il est surtout compliqué pour les demandeurs d'entreprise. Et à chaque fois que nous sommes en relation avec les administrations, entre guillemets, que ce soit l'URSSAF, France Travail ou l'administration fiscale, il est vrai que parfois certains dossiers partent mal et on n'est pas bien. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Je pense qu'on va peut-être se revoir, peut-être l'année prochaine, comme ça on aura le feedback pour les dividendes qui nous stressent un peu. Ou si vous nous donnez de l'information avant, on la diffusera. Merci à vous tous de vos questions, de votre participation. Et je vous dis peut-être à ce soir, puisque ce soir, nous allons parler de la retraite. Il y a une réforme aussi en matière de retraite. Donc, nouveau calcul des charges sociales sur les TNS et également la retraite. À très vite, à ce soir pour les plus courageux. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.